Le discours de vérité est peut-être un des derniers warnings avant qu'on rentre dans une situation compliquée. Le gros risque de la France, moi ce que je vois comme véritable problème, c'est pas un scénario à la grecque avec pays entiers qui se retrouvent à genoux, c'est plutôt une sorte de fracture sociale extrêmement violente. L'écosystème français de l'investissement est très erratique. Nous sur l'IMO, on a vu que ça a bien repris et tout ça. Par contre, je vois beaucoup de mes amis invest, notamment sur des startups, qui disent, qui commencent à abandonner un peu le truc en mode on n'y arrivera jamais. Un truc qu'on a très bien fait il y a quelques années, à l'échelle européenne en plus, c'est Airbus. Airbus, c'est une boîte qui vaut quand même 200 milliards. Je pense qu'elle est dans le top 50 des boîtes mondiales. Ça embauche des centaines de milliers de personnes. Alors juste avant de commencer le podcast, si vous voulez être la personne la mieux informée de la pièce en business et tech, on a une newsletter totalement gratuite qui vous envoie en 3 minutes par jour les 5 actus que vous devez absolument connaître pour avoir un coup d'avance et prendre les meilleures décisions. C'est moi personnellement qui la rédige tous les jours. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs, CEO, cadres sup et futurs décideurs qui la lisent tous les jours. Voilà, vous allez adorer, c'est gratuit encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Nous sommes en danger mortel. Chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. C'est ce qu'a annoncé François Bayrou hier. En effet, les dépenses sociales représentaient 57,1% du PIB en 2024. Le déficit, vous le savez, est à 5,8% du PIB avec plus de 3 400 milliards de dettes. Alors, c'est la première fois qu'un Premier ministre dit les termes sur la situation économique. C'est un discours de vérité qui se veut dramatique pour faire bouger les consciences. Mais derrière ce discours, des mesures qui paraissent assez flasques. Une année blanche, 2 jours fériés en moins, 3000 suppressions de postes de la fonction publique parmi les 5,8 millions d'agents de l'État et les centaines de milliers de nouveaux agents de l'État qui ont été ajoutés ces dernières années, et quelques économies dans la santé. Alors, Alex, la question se pose, est-ce que c'est trop tard pour porter un tel discours ? Est-ce que les mesures drastiques annoncées sont-elles de la poudre de perlimpinpin face à un effondrement économique possible ? Et surtout, si faillite il y a, qu'est-ce que ça va signifier concrètement pour les entrepreneurs, les cadres et les investisseurs ? Alors, dans cet épisode, on parlera bien sûr, vous l'avez compris, des annonces de François Bayrou, mais aussi du potentiel rachat de Mistral par Apple. Et enfin, on terminera sur une touche légère sur comment les entrepreneurs devraient s'occuper durant ces vacances d'été. Alors, Alex, comme moi, tu as écouté le discours d'hier. Quel est ton ressenti à chaud ? Eh ben écoute, mon ressenti à chaud, si tu veux, c'est que déjà c'est plutôt une bonne chose pour moi d'avoir ce discours aujourd'hui. Alors, ta question, et je l'entends, elle est est-ce que c'est trop tard? Et ça, on va y revenir après. Mais déjà, le premier constat, c'est que pour moi, c'est plutôt un bon révélateur de commencer à avoir des discours de vérité. Et ça suit de quelques jours le discours très pragmatique de Monsieur Macron sur le sujet de la défense. Et je trouve que on a je sais pas comment le dire, mais un début d'adultisation, si tu veux. Je sais pas si adultisation existe, mais de la, Maturité. pardon, de De maturité. ouais, de maturité, en effet, de maturité de la classe politique, si tu veux. Donc, pourquoi je te dis ça, c'est parce que je pense que là, on commence réellement, et en même temps, on n'a pas vraiment le choix, donc voilà, à se confronter au vrai problème. Et le problème de la France, il est en effet très important. La stat, elle choque, évidemment, ce 5 000 euros par seconde. Et j'ai même vu un tweet le lendemain du style, pendant le discours de Bayrou, on a perdu 400 000 euros. C'est 300, je sais pas combien. Et c'est bien, et je pense que c'est important que les gens prennent conscience de ça. C'est important que les gens prennent conscience qu'aujourd'hui, on a des dépenses qui sont gigantesques, on a une dette qui devient abyssale, et en face de ça, on a une compétitivité qui est loin, loin, loin d'être extraordinaire. Maintenant, est-ce que c'est trop tard? Moi, je pense pas. Je pense pas parce qu'on est défendu par certaines choses, et je crois qu'on en avait déjà parlé dans des podcasts il y a à peu près un an, notamment au moment des gros remaniements et tout ça. Je pense quand même que
La France reste un pays important, reste une grosse zone de consommation, reste notamment un grand fournisseur, je crois qu'on est le deuxième, si je ne dis pas de bêtises, fournisseur d'armes au monde. Donc, on a quand même encore des arguments extrêmement importants qui fait que je pense que de manière générale, la sphère économique ne nous laissera pas tomber. Donc, il n'est pas trop tard. C'est-à-dire qu'on a encore le temps de réagir. Maintenant, est-ce que comment on va appeler ça? Les mesures qui ont été prises sont à la hauteur de la situation? Ça, c'est un autre sujet. Alors, je propose d'arriver aux mesures peut-être juste après, mais Ouais. juste si on reste sur le constat, est-ce que tu sais le montant du déficit de la Grèce en 2009, juste avant la faillite? Non, je le connais pas. J'ai vu le chiffre hier Ouais. et c'est 15%. 15%. Ok. Du coup, question simple qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que... Alors, on entend surtout sur la sphère Internet, un peu moins dans la télévision, mais sur Internet, on entend beaucoup de personnes parler d'un effondrement économique. Est-ce que finalement, on est quand même loin de la Grèce quoi, aujourd'hui, par rapport à 2009, qui était à 15% de déficit par rapport au PIB. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'en 2008, seulement un an avant, je crois que le déficit était à 10%. Et donc, ils auraient gagné 5 points en l'espace de un an. Et donc, il y aurait une sorte de boule de neige qui pourrait s'enclencher au-delà d'un certain niveau. Donc, est-ce que c'est un discours de peur? Est-ce qu'on fait bien de s'inquiéter? Est-ce qu'on a encore de la marge de manœuvre? Alors, c'est ce que je disais, je pense qu'on a encore de la marge de manœuvre. On n'est pas la Grèce, qu'on le veuille ou non. Les chiffres, c'est une chose. Si tu veux, la peur, le volume de la dette et ainsi de suite, c'est beaucoup de choses. Mais la France n'est pas la Grèce et la France ne sera jamais la Grèce, si tu veux. C'est-à-dire que, parce que je pense pas que tu puisses laisser. Alors, j'espère qu'on n'est pas écouté par trop de Grecs, parce que ce que je vais dire maintenant va peut-être un peu être mal interprété, mais la Grèce reste un pays qui n'était pas un pilier de l'Europe. La Grèce reste un pays qui avait une économie qui était quand même relativement anecdotique. La Grèce était déjà un pays relativement pauvre avant, qui n'a rien à voir, si tu veux, avec le volume économique de la France, la place à la fois militaire, diplomatique, économique de la France, qui n'avait rien à voir avec les grandes entreprises grecques, n'avait rien à voir avec les grandes entreprises françaises. Enfin, je veux dire, la bourse française, on peut la critiquer par rapport au Nasdaq. On a beaucoup dit que oui, on n'était pas au rendez-vous de la tech, de machin, mais n'empêche, on a quand même à la fois des industries, du pétrole. Enfin, on est très large, si tu veux. Je ne vois pas la France tomber comme la Grèce. Parce que si la France venait à tomber comme la Grèce, il y aurait vraiment des problèmes. Je te donne juste un exemple très simple. Si dans les banques, tu vois ce que c'est des banques systémiques. C'est-à-dire que Oui. si une banque tombe, tu as un risque systémique sur le marché bancaire mondial, donc que toutes les banques sont interreliées. Dans le top 10 des banques systémiques, tu as 3 françaises. Tu avais 0 grec. Tu vois, l'onde de choc ne serait absolument pas comparable. L'onde de choc, je pense que si la France s'effondre, l'Europe s'effondre, et je pense que si l'Europe s'effondre, probablement le reste du monde s'effondre avec. Hein. Lorsque tu dis que si la France lorsque tu dis que si la France s'effondre, l'Europe s'effondre, c'est à cause justement du risque systémique des banques ou il y a autre chose? Bah, faut voir jusqu'où on s'effondre, mais je pense que le premier truc, ce serait les banques, ce serait le plus rapide. Mais si tu as un effondrement économique, tu aurais un effondrement du CAC. Si tu as un effondrement du CAC, je veux dire, potentiellement, tu as un grand nombre d'entreprises en difficulté. Si ces entreprises en difficulté arrêtent leurs activités partout en Europe où elles ont des usines, elles trade entre les pays et ainsi de suite, je pense que très vite, tu aurais d'énormes problèmes. Je, je, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même cadre que la Grèce il y a. Déjà, on n'est pas dans le même cadre régulatoire qu'en 2008-2009. On a quand même depuis. Alors, je suis pas un expert sur ces sujets-là, mais créé tout un ensemble de règles, de régulations, de lois et ainsi de suite,
qui théoriquement empêchent un 2008 bis, notamment au niveau bancaire, les accords, les BAL 3, je crois, ou BAL 2, enfin je sais plus à quel moment, je sais plus le compte, mais actuellement c'est BAL 3. Tout ce genre de choses fait que normalement tu peux plus te retrouver dans la même situation, ou en tout cas difficilement. Mais même comme ça, la France, enfin, je pense, ne se retrouvera pas dans cette situation. Par contre, ce qui est intéressant avec le discours d'hier, et je crois que c'est là le cœur du truc, c'est que ce discours de vérité est peut-être un des derniers warnings avant qu'on rentre dans une situation compliquée, qui ne sera pas comparable, à mon avis, à celle de la Grèce, mais qui pourrait être compliquée. À mon avis, le gros risque de la France, c'est plutôt un risque de créer une véritable fracture sociale dans le pays. Moi, ce que je vois comme véritable problème, c'est pas un scénario à la grecque avec le pays entier qui, si tu veux, qui se retrouve à genoux, mais c'est plutôt une sorte de fracture sociale extrêmement violente et qui là pour le coup peut devenir violente. Je pense qu'en France, par contre, si on a bien un truc, c'est une capacité à la révolution, tu vois, un peu plus grande et à l'instabilité physique. Je pense que ça, c'est un plus gros problème en France, cette fracture sociale et cette instabilité et une incapacité à soutenir notre modèle social. Ça me semble beaucoup plus grave et beaucoup plus prégnant que réellement, tu vois, un défaut et puis la France mise en gros, sous contrôle de la Banque centrale et ce genre de trucs. Ça, j'y crois moyennement. À l'inverse, par contre, une vraie fracture sociale, un modèle social qui se délite et un appauvrissement non violent, mais petit à petit, ça, c'est plus risqué. Et je pense que ce discours, il est là, entre autres, pour réussir à emprunter un chemin différent à court terme. Mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage assez massif finalement entre ce discours, qui est un discours de vérité, c'est bien, on éveille les consciences, qui pendant finalement très très longtemps ont été endormis, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tenez de l'argent, l'État va s'occuper de vous, etc. Donc un discours de vérité qui est assez courageux finalement, lorsqu'on regarde la moyenne des déclarations politiques de ces dernières années, et des mesures qui finalement sont des mesures, voilà, on ne peut pas les appeler des réformes structurelles, on ne peut pas parler de grands changements, on ne peut pas parler de plans de bataille d'urgence. J'ai l'impression que c'est des mesurettes. Les mesurettes, on appelle des mesures Bayrou, je trouve que c'est en effet des petites mesures. Est-ce que c'est pas des effets d'annonce du court terme? Et est-ce que finalement il n'y aurait pas aucune vraie décision courageuse? Parce que l'année blanche en soi, alors ça va avoir un impact bien sûr, mais rien ne va changer. Je veux dire, avec l'année blanche, il n'y a pas de discours du type bah ça va augmenter, ça va baisser. Non, rien ne change. Ok, bon, c'est un peu chiant, mais rien ne change, donc ça passe mieux. 2 jours fériés en moins, j'ai l'impression que c'est plus pour des arguments de négociation, pour négocier très certainement avec la droite ou peut-être avec la gauche pour dire bon, on accepte ça et en échange, on va retirer ces 2 jours fériés. Peut-être qu'il y a aussi des mesures qui ont été annoncées spécialement pour les phases de négociation, mais et puis même ces suppressions d'emplois qui finalement sont assez aléatoires. On parle de 3000 suppressions de postes. Ok, de quoi exactement est-ce que l'on parle? Est-ce qu'on parle de fonctionnaires de mairie? Est-ce qu'on parle de policiers? Est-ce qu'on parle d'armée? Bon, je ne pense pas qu'on parle pour le coup de fonctionnaires ou d'agents de l'État au sein de la défense, mais ne sait-on jamais. On parle de un fonctionnaire sur 3 qui, une fois à la retraite, ne va pas être remplacé, mais finalement ça va être un nombre qui va être extrêmement réduit. J'ai donné le chiffre à l'introduction, il m'a choqué lorsque j'ai lu. Plus de 5 millions de fonctionnaires en France. C'est délirant non, lorsqu'on y pense. C'est délirant, mais tu sais, tu connais la stat, il y a une personne sur deux qui vit en France grâce à l'État. Bah, là tu parles aussi des redistributions, pas juste... Je parle de tout. Okay. Fonctionnaire, redistribution, contractant direct de l'État, donc qui fait 100% de son chiffre d'affaires avec l'État, parce qu'ils ne sont pas fonctionnaires, mais pour autant... Voilà. C'est une personne sur deux en France. Le poids de l'État en France est démesuré. Et pourquoi? Parce que c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qu'on a fait il y a, je sais pas, 40 ou 50 ans, en décidant que
dans notre pays, l'État avait un rôle central. Et on va en parler sur le deuxième sujet actualité du jour. Mais quand on voit comment l'État s'est comporté avec Mistral, on voit que l'État en France a encore un rôle drastiquement important et que l'État met ses mains dans tout ce qui est stratégique. Ce qui est en soi pas forcément un problème, mais ce qui, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, ce qui était peut-être adapté il y a 50 ans, dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, on se retrouve avec des problèmes. Surtout quand l'État n'a pas réussi à garder son efficience. C'est pas tant l'État qui pose problème, je pense que c'est l'efficience de l'État. Et quand on se rend compte que donc une personne sur deux vit de ça et que on a besoin de plus de 5 millions de personnes pour faire tourner la machine de l'État, sachant qu'il faut se rappeler qu'on pourrait se dire ouais mais c'est moins de 10% de la population française. Oui oui, sauf que les actifs c'est 30-35 millions. Si tu enlèves malheureusement les actifs qui sont au chômage ou en formation ou en gros non, pas au travail actuellement, je pense que tu as peut-être un quart des travailleurs qui est plus ou moins embauché par l'État. Faut quand même Alors, prendre les ratios. qu'est-ce que tu penses de ce décalage finalement entre le discours et les mesures annoncées? Je pense que de toute manière, si tu y vas comme un bourrin, je pense que c'est très pragmatique. Je pense qu'il n'y a pas d'analyse au-delà de si tu prends, on l'a vu plein de fois ces dernières années. Si tu prends des mesures qui sont trop violentes, tu auras un blocage, tu auras des grèves, tout ce que tu veux. Tu vas plonger le pays dans une opposition, dans un conflit qui ne mène nulle part. Ça fait 10 fois qu'on le fait. Et je pense que on peut critiquer le gouvernement autant qu'on veut. Je pense qu'ils sont ni dupes ni débiles et qu'ils se rendent compte que ça fait plusieurs fois qu'ils essayent de faire passer. On l'a vu pour les retraites. Ils ont essayé de faire passer des trucs. Ça a foutu le pays en conflit et donc en agitation pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ça a été un peu le cas au moment des remaniements. Ça a été le cas au moment des Gilets jaunes pour différentes raisons. Je pense que dans un monde qui est grandement agité, et c'est le cas, dans un monde qui est quand même très paradoxal, où on a peur pour la première fois de la guerre à nos propres frontières depuis 45, entre guillemets, hein. En tout cas c'est ce que nous dit M. Macron. On a de l'instabilité comme il n'y en a jamais eu, notamment au Moyen-Orient, ce qui joue sur les prix du pétrole, ce qui joue sur plein de choses. On a à la Maison-Blanche quelqu'un qui est plus forcément complètement notre allié. Je dis pas que c'est pas notre allié aujourd'hui, je dis juste qu'il peut avoir des réactions très difficiles à appréhender, à minima. On s'est coupé des flux d'investissement de beaucoup de pays. Je pense à la Russie évidemment qui quand même dépensait beaucoup d'argent en France. Je ne sais pas si tu as vu la stat, pour la première fois depuis la nuit des temps, je crois, la France n'est plus le premier pays en termes de touristes. Pourquoi? Parce que on a beaucoup moins de Chinois, on a beaucoup moins de Russes, enfin on n'a plus de Russes du tout d'ailleurs, et c'était deux très gros contingents. Et ces deux très gros contingents étant partis, parce qu'on a gelé des actifs, parce qu'on a fait plein de trucs qui peut-être étaient justifiés, c'est pas le sujet, mais on se retrouve dans une situation où on souffre de ça. Et dans le même temps, donc il y a tous ces risques, toutes ces menaces, sans compter évidemment menaces écologiques, menaces, tous les trucs qu'on connaît. Dans ce même temps-là, tu as une course à l'IA, une course à la technologie, une course à la croissance qu'on n'a pas forcément bien négocié, je pense. Et qu'on n'est pas en train de mieux négocier. On a mal négocié, je crois, la vague Internet. Pas que je crois, c'est que je suis sûr, enfin, c'est factuel, on a mal négocié la vague Internet. Et on est en train de reproduire la même chose sur la vague IA. Peu ou prou. On a peut-être fait un peu des efforts en marketing, mais globalement, tu vois, je sais pas si tu as suivi l'actualité, mais on l'a dit, on va en parler après, Mistral pourrait être acheté par Apple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Mistral, avec encore une fois tout le bien que je leur souhaite, parce que je pense qu'ils sont drastiquement importants, ils n'arrivent pas à atteindre le volume de ChatGPT. Et on voit que des boîtes comme Grok ou Anthropic, de toute manière, c'est même pas ils sont deuxième, tu vois, c'est éventuellement ils sont quatrième, peut-être si on a de la chance, tu vois. Et voilà.
Il y a H, tu sais, qui avait levé 205 millions en seed. Il y a toute l'équipe qui s'est barrée. Visiblement, c'est extrêmement compliqué de piloter la boîte. Les fondateurs sont tous partis. On ne sait pas trop où ça va. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à deliver le produit. On est en train de refaire une courante, tu vois, ou Alors, ce genre de truc. H, c'était une boîte française dans l'IA. H, c'était une boîte française dans l'IA. C'est toujours une boîte française dans l'IA qui a levé 205 millions d'euros et qui s'était dit un truc que je trouvais assez malin sur le papier, de dire nous, on va pas faire un chatbot, chat GPT like ou le chat like. On va directement s'adresser uniquement aux entreprises. On va faire du B2B à fond, on tabasse le truc, on est les meilleurs en B2B. Ce que je trouvais assez smart en me disant, on va pas se battre frontal contre ChatGPT. On essaye de contourner le truc, on essaye de jouer sur la privacy européenne, tu vois. On se barricade de manière à construire une boîte qui vaut peut-être 25 ou 50 milliards et on tabasse le truc jusque-là. Si ChatGPT est plus gros que nous, c'est pas grave, on n'est pas son concurrent. Tu vois, on prend le reste du marché, celles qui peuvent pas aller pour des raisons de régulation ou des raisons de pure précision sur le produit. Malheureusement, le truc, ça, visiblement, est en train de tourner un peu au vinaigre. Donc, on va dire nos deux gros représentants, j'ai l'impression, malheureusement, que c'est compliqué. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que ça me fait beaucoup penser à Quant. Beaucoup penser à Quant, où, tu vois, où à un moment, on a dit oui, il faut mettre de l'argent, l'État a fait un gros lobbying, beaucoup de mecs ont mis de l'argent, ils se sont rendus compte qu'en fait, on n'était pas capable de rattraper Google. J'ai peur qu'il se passe ça. Bah là, on fonce tout droit vers ça, hein. On a déjà transitionné finalement sur la seconde partie, mais en effet, selon Bloomberg, Apple envisagerait, on utilise bien le conditionnel parce que rien n'a été annoncé publiquement, eh bien de racheter Mistral. J'ai l'impression que finalement ça traduit un double échec. Attends, je me permets juste, avant qu'on passe à ça, j'aimerais juste conclure sur la première partie. Vas-y, je t'en Parce que prie. mon point, c'était de dire, dans un monde où, en fait, si tu veux, on est dans ce grand flou et dans cette grande incertitude, donc risque d'un côté, opportunité à saisir, qu'on a du mal à saisir de l'autre, je pense que le gouvernement se dit, il faut avancer petit à petit, petit pas par petit pas, parce que si on bloque la machine, ça va être pire. Parce que si ça se trouve, si on bloque la machine, qu'on se met en opposition par rapport au peuple, tu peux avoir pendant un an de blocage. Dans un an de blocage, on sera mi-2026. Mi-2026, on sera à moins d'un an. Enfin, à plus ou moins un an, enfin, 9 mois précisément, des élections suivantes. Ton mandat, il est fini. Mais là c'est quand même c'est des micro-pas par micro-pas, là. Enfin, je veux dire, il y a eu aucune annonce majeure. En fait, les seules annonces qui font vraiment du bruit, c'est les annonces symboliques, avec les 2 jours fériés en moins. Les 2 jours fériés en moins. Et je pense, moi, si j'étais à leur place, je pense que la manière dont ça va se passer, c'est qu'ils vont ne pas remplacer les fonctionnaires, couper les 3000 postes. T'avais quoi d'autre? T'avais l'année blanche, ok, ça c'est clair. Les réductions de certains trucs, tu sais, certaines dépenses sociales, Santé, machin, médicaments, voilà. Et la contribution des quelques hauts revenus, voilà, je sais pas comment ils vont impacter le truc, mais je pense qu'ils vont faire passer ça et qu'ils vont sacrifier les jours fériés. Et je pense, et là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que ça, pour le coup, c'est très smart politiquement en termes de communication, c'est que les jours fériés ne sont qu'un appât. Les gens vont dire les jours fériés, machin, nanana. Ils vont faire hop, hop, ok, je vous enlève les jours fériés, très bien. Par contre, je fais passer tous les autres trucs. Pour moi, il y a un appât dans le truc. Pour bien comprendre, pour positionner ces mesures, est-ce que c'est des mesures qui doivent passer pour le budget de l'année prochaine? Est-ce que c'est des mesures qui doivent être votées très vite et donc vont être applicables dès septembre? Comment ces mesures s'emboîtent finalement dans l'environnement politique et économique du pays? Je pense que c'est des mesures, d'ailleurs ça a été dit, qui concernent le budget 26. Ok. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est sur les non-remplacements de fonctionnaires. Je pense que ça va être avec effet immédiat. Ok. Parce que si tu veux des effets, il faut le mettre le plus rapidement possible. Mais par contre, il y a un truc, je pense que cette mesure, elle est quand même très très importante, celle-là. Le non-remplacement, parce que je n'ai aucune certitude de ce que je vais annoncer là, mais en termes d'intuition, je pense qu'il y a un fond il y a un fond de vérité. Je pense que une grande partie des 5 millions de personnes dont tu as parlé juste avant approchent de la retraite.
On sait qu'on a une pyramide des âges, dans tous les cas en France, avec beaucoup de boomers, entre guillemets, donc de mecs qui approchent de la retraite. Et donc je pense que le contingent, le 1 sur 3, doit représenter beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à horizon 5 ou 10 ans. Je pense que ça, c'est un peu le truc important, d'après moi. Je pense que si ça se trouve, on peut dégommer de 15% les effectifs de fonctionnaires. Je serais pas surpris que le chiffre soit assez impressionnant. Mais est-ce que toi, tu trouves ça smart? En fait, encore une fois, j'ai l'impression que c'est des effets d'annonce. Parce que dire on va supprimer un fonctionnaire sur trois, ok, fine, pourquoi pas? Tout le monde dit qu'il y a trop de fonctionnaires, tout le monde dit qu'il y a trop de dépenses publiques, je comprends, let's go. Mais est-ce que c'est pas un effet d'annonce au sens où euh, la base avant de faire des suppressions de postes comme ça, c'est de faire un état des lieux global. Se dire concrètement de quoi est-ce qu'on a besoin, de quoi est-ce qu'on n'a pas besoin, où est-ce qu'on peut supprimer. Et est-ce que considérer comme ça de manière très arbitraire qu'on va supprimer un fonctionnaire sur trois, de manière très large, C'est c'est ridicule. stratégique? Non, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est complètement ridicule parce qu'en fait, si tu veux, je pense qu'il y a des pans entiers du fonctionnariat qui devraient être supprimés. Enfin, moi, c'est mon point de vue, qui devraient être supprimés complètement. C'est-à-dire qu'il y a des agences, des trucs qui ne servent à rien et les mecs, ils devraient être zéro. Juste ça. À côté de ça, je pense qu'il y a des endroits où on n'a pas assez de fonctionnaires, paradoxalement. Je pense que l'éducation, c'est primordial. Je pense que la sécurité, c'est primordial. Je pense que l'hôpital, la santé et tout ça, c'est primordial. Moi, mon point de vue, c'est que je suis un assez grand défenseur du modèle social français. Donc, je pense qu'il faut continuer à avoir des hôpitaux le moins cher possible, avec des mecs dedans qui travaillent bien, qui sont contents d'être là, qui ne sont pas épuisés. Pour en connaître beaucoup, je sais que c'est le cas. Par contre, pourquoi a-t-on besoin de 25 agences pour, tu vois, tous les sujets que je ne citerai pas, évidemment. Je sais que tu veux que j'en cite un ou deux, mais non, je ne les citerai pas. Mais tous les sujets nouvellement créés pour que 0,3% de la population se sente bien. Bon, bah ça, et ça embauche 15 personnes. Non. Enfin, pour moi, tu dégages ça. À la limite, tu mets un ministère de ce que tu veux dans lequel il y a 50 mecs, et puis fin de l'histoire. Tu vois. Et je pense que ça, c'est des réformes pragmatiques. Et je pense qu'il y a une autre réforme qu'on oublie, parce qu'aujourd'hui, on est forcément en mode défensif. Et ça, moi, c'est plutôt là que ça. Le discours, pour moi, ne fonctionne pas. Enfin, ou qu'il y a un vrai problème, c'est que personne ne vient en disant, tout le monde vient en disant, on va virer des fonctionnaires. On va éviter les fraudes. Il y avait ça aussi, pardon. On va éviter les fraudes, on va être plus, tu vois, on va mieux encadrer la fraude. On va taxer les plus riches. On va, bref, toutes ces mesures. Il n'y a aucun mec qui dit, bah ok, moi je vous propose, on va doubler le PIB l'an prochain. Je vous propose, en fait, on va prendre des mesures, on va prendre des mesures qui nous permettent d'être plus efficaces. On va prendre des mesures où on va faire exploser nos entreprises. On va prendre des mesures où on va créer des leaders mondiaux dans ça, 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 ça. Je te donne un exemple, un truc qu'on a très bien fait il y a quelques années, à l'échelle européenne en plus, c'est Airbus. Airbus, c'est une boîte qui vaut quand même 200 milliards. La dernière fois que j'ai regardé, je ne sais pas combien elle trade aujourd'hui, mais c'est une boîte gigantesque. 200 milliards, si tu enlèves... je pense qu'elle est dans le top 50 des boîtes mondiales. Donc si tu enlèves les GAFAM et tu vois, les quelques Tesla, machin, juste après, tu as Airbus. Airbus, ça embauche des centaines de milliers de personnes. À Toulouse, ville que je connais bien, ça fait vivre des dizaines et des dizaines de sous-traitants qui font vivre des dizaines et des dizaines de restaurants, de gens dans l'immobilier, de gens dans le divertissement. Pourquoi? Parce que ça fait un bassin d'emploi de milliers, de milliers et de milliers de personnes. Tu veux dire que, en gros, l'État français se dit comment est-ce qu'on peut limiter la casse, comment est-ce qu'on peut limiter les dépenses, comment est-ce qu'on peut augmenter les recettes, et pas forcément comment est-ce qu'on peut augmenter la croissance pour que si rien ne bouge en termes d'imposition, et bien derrière on a plus de recettes, on arrive à davantage alimenter. C'est un discours
finalement de bateau qui coule. Finalement, c'est un bateau où on prend un seau d'eau et on le met à l'extérieur, mais on n'essaie pas de colmater les brèches. Ou alors de bâtir sur le côté un bateau plus moderne pour, euh, pour qu'il soit un peu plus pare-choc par Je- rapport aux icebergs. C'est clair. Moi, aujourd'hui, je serai à la tête de la France. Je tiendrai un discours de réalité. Évidemment, il faut faire ça, mais je dirais comment on va de l'avant. Oui, il y a des problèmes, mais économiquement, on conquiert le monde, si tu veux. Là, Et, tu dis. Oui, pardon, vas-y. et, 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 et je crois que c'est dans l'ADN. Je crois pas. Je m'engage là, mais je crois pas que ce soit dans l'ADN de la France d'être un suiveur. Je pense que la France, historiquement, elle fonctionne quand elle est aux avant-gardes. Et je pense qu'on a oublié ça et qu'on est recroquevillé sur nous-mêmes. Et paradoxalement, aucun. Est-ce que tu as déjà entendu récemment un politique vraiment arriver avec un discours de croissance et un discours de on va faire quelque chose de la France, on va remettre la France sur le podium, tu vois, entre guillemets. Mais c'est un peu le discours de Macron. Bon, est-ce que dans ses actions, il y parvient réellement? Mais avec l'IA, alors certes, c'est une mainmise totale sur le fleuron français qui est Mistral. Lorsqu'il téléphone lui-même au patron du CAC 40 pour trouver des clients, faudrait qu'on lui demande de faire la même chose pour The Night Big Shit, quand même, ce serait assez exceptionnel. Oh, De bien convertir les envoyer, jeunes. on va envoyer une lettre à l'Elysée pour On voir si va lui ça. envoyer une lettre. Ça pourrait être un sacré gag, ça. Tous les chefs d'entreprise qui envoient des lettres à Macron. D'ailleurs, nous aussi, on existe. Enfin bon. Mais je trouve que dans son discours, il est un peu là-dedans. C'est de dire, en fait, on va essayer quand même de faire en sorte qu'on fasse émerger des fleurons nationaux. Mais en effet, je trouve que tu soulignes un point extrêmement important, qui est de dire que on réagit. On n'est pas dans l'anticipation. On n'est pas aussi dans l'optimisme. En fait, on navigue et c'est peut-être finalement le revers un peu de ce discours catastrophiste de Bayrou, c'est que on est dans la merde. Il faut absolument, on est tous en train de mourir. Il l'a dit, hein. Il a dit la France est en état presque de mort imminente économiquement. On est presque tous en train de mourir. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'en sauver quelques-uns? Au lieu de dire en fait on va tous sauver et puis on va tous se rassembler les uns les autres parce que comme tu l'as dit, la France on peut innover, on peut être premier sur tel ou tel domaine, telle ou telle industrie. Et donc c'est pas un discours de le futur il est beau, on va le construire ensemble, on va construire la vision, on a une mission commune, on va tous se réunir, on va y arriver, et on va tous les battre. C'est plus un discours du type, bah on est tous en train de mourir. Comment est-ce qu'on fait pour soulager cette mort, quoi? Est-ce qu'on passe sur la chaise électrique ou est-ce qu'on préfère une mort douce avec un oreiller? Euh, et ça, je trouve que c'est un truc extrêmement important. Peut-être que, en fait, dans le discours de Bayrou et dans le discours, peut-être ce dont on aurait besoin, c'est d'un discours de vérité accompagné d'un discours de combat commun. C'est pas seulement on est dans la merde et il faut qu'on réagisse, c'est on est dans la merde, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, dans 5 ans, on va tous les battre. On va y arriver tous ensemble. Voici ce qu'on va mettre en place. On aura besoin de vous, mais on va faire des économies ici. Et par contre, là, on va bétonner. Et je pense que peut-être que ce qui peut être triste, c'est que en France, on a perdu un peu ce côté innovation. Bon, ça, tout le monde le sait, mais surtout, on a perdu ce côté entreprenant. Lorsqu'on regarde le nombre de personnes en France qui dépendent des aides et qui dépendent de la redistribution de manière plus large. On a parlé d'un graphe lors du dernier épisode où on voyait finalement la part des personnes en France qui vivaient uniquement via la redistribution de l'État. Comment est-ce que des personnes qui sont passives peuvent être stimulées par un combat commun lié à l'économie, lié à l'innovation, lié au fait de se bouger? C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué quand tu as l'impression que ton gouvernement ne fait rien pour toi depuis des années. C'est facile de mobiliser des gens qui sont enfin, qui sont, comment dire, qui te soutiennent, qui te supportent, qui sont contents que tu sois là. Quand des gens sont déjà en défiance, c'est difficile de leur vendre un projet commun. Et c'était ça la base du premier mandat de Macron quand il parlait de la Startup Nation, machin. Il y a eu 2017, 2018, 2019, début 2020, il y a eu une vraie accélération.
Il y a eu un début de ça, avec beaucoup de startups qui sont sorties. Il y avait eu une vraie hype, il y avait une vraie envie d'innover pendant quelques années. Il y a eu la sortie de Station F, notamment, avec tu vois, on s'en fout de Station F, c'est parce que Station F produit comme startup chaque année, c'est pas tant le sujet. C'est que Station F, Un porte-étendard. c'était un porte-étendard, c'était une icône. Tu vois, nous à Bordeaux, on avait plein d'incubateurs, machin, tu vois, voilà, il y en avait les mêmes à Toulouse, les mêmes à Nantes. Oui, il y avait du bullshit. Oui, il y a eu du fric cravé pour rien. Et évidemment, pas le sujet, c'est pas le débat. Par contre, il y a eu tu vois, un Une énergie. véritable élan. Et le véritable élan, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a eu les retraites, il y a eu la hausse des taux, l'Ukraine, le conflit israélo-palestinien, la nouvelle arrivée de Trump dans un mode un peu différent de la première fois en tout cas. Et donc tout ça mis bout à bout, ben malheureusement, c'est vachement essoufflé et aujourd'hui c'est plutôt ah oui non mais la plupart des gens sont en défiance par rapport à Macron, alors ceux qui l'aimaient déjà pas évidemment, mais beaucoup de ceux qui l'avaient soutenu, on voit que c'est assez compliqué. Même Bernard Arnault, qui l'avait vachement soutenu sur le premier mandat, a quand même fait deux trois sorties du style il serait bien que les entreprises s'occupent des entreprises et que l'État s'occupe de l'État, tu vois. T'as des trucs dans ce coup-là où il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 12 pour comprendre que c'est quand même une attaque pas tout à fait maquillée, quoi. Et comment tes amis investisseurs, Alex, réagissent par rapport aux annonces? Est-ce que tu as pu en discuter avec certaines personnes hier ou ce matin peut-être? Est-ce qu'ils sont plutôt optimistes? Non, alors j'en ai pas discuté spécifiquement après les annonces là parce qu'on réagit à chaud. Je sais pas si les gens savent, mais on tourne littéralement moins de 24 heures après les annonces, hein. Donc j'ai pas eu de point là-dessus. Par contre, ce que je sais, c'est que depuis globalement un an, hein, voilà, l'écosystème français de l'investissement est très erratique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des deals qui se font. Nous, sur l'IMO, on a vu que ça a bien repris et tout ça. Par contre, je vois beaucoup de mes amis invest, notamment sur des startups, qui commencent à abandonner un peu le truc, en mode on n'y arrivera jamais. On sera jamais les États-Unis. En mode on va investir ailleurs ou en mode on investit toujours sur place mais on sait qu'on va Les plus gros investissent ailleurs. Les plus petits n'investissent plus sur de la startup et du capital risque et de l'entreprise en règle générale. Ils se replient sur de l'immobilier ou sur de l'action américaine. Ils avaient 20 000 euros à mettre sur 10, tu vois, ils avaient 200 000 euros à investir, 20 000 à mettre sur 10 startups. 20 000, ils foutent 10 fois, enfin, ils foutent les 200 000 en bourse. Voilà. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Alors, ce qui tient encore le truc, c'est que, tu sais, quand tu as vendu une boîte, t'as une notion qui s'appelle le réemploi. Il faut que tu réinvestisses dans des entreprises productives françaises pour avoir un incentive fiscal. Donc, il y a encore ça qui tient pas mal. Bon, il y a des fonds d'investissement dont c'est le mandat, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Donc, voilà. Et il y a encore deux, trois guerriers qui continuent à investir, qui font leurs deals, qui font leur machin et qui y croient. Et voilà. Mais l'écosystème, c'est quand même vachement refroidi. Vachement refroidi. Maintenant, je pense que c'est aussi beaucoup du marketing. C'est-à-dire que si demain on dit ouais, mais la France va reconquérir le monde et on va tout tabasser et on va faire 15 Airbus à l'échelle européenne, encore une fois, on parle toujours de oui, mais il faut conquérir le monde, machin, parce que c'est ce qu'a fait Google, c'est ce qu'a fait Apple, c'est ce qu'a fait Microsoft, et donc on a cette image de oui, mais pour être valuable, il faut être Microsoft. Quand tu pèses 200 milliards avec tes Airbus, t'es déjà méga valuable, hein. Et t'es rentable chaque année depuis 50 ans, t'es plus gros que Boeing. Enfin, tu vois, t'as un poids non négligeable. T'as un poids non négligeable qui est hyper, hyper, hyper important. Et donc, c'est quand même des énormes réussites. Et même si on arrive à faire que 10 boîtes de la taille d'Airbus et pas 10 boîtes de la taille d'Apple, et ben on aura toujours 9 boîtes de plus capables de, tu vois, d'implanter la force européenne ailleurs.
Donc je pense que sur l'ingénierie, de manière générale, on a quelque chose à jouer. C'est 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 pas normal que sur tous les autres, tu vois, toutes les autres verticales, à part l'aviation et le spatial, on soit pas bon. Tu as parlé d'Apple à l'instant. Je propose du coup qu'on fasse Oui, cette transition maintenant. Apple qui potentiellement pourrait racheter, selon Bloomberg, Mistral. Bon, d'un point de vue purement business, alors je ne sais pas à quelle clause ils ont levé des fonds Mistral, mais ce serait quand même une belle réussite entrepreneuriale. Dans l'espace d'un an, un an et demi, se vendre potentiellement plus de 10 milliards, c'est quand même assez intéressant. D'un point de vue du côté d'Apple, on, on peut en discuter. Je pense que c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec en interne. En plus, lorsqu'on voit que les gros ingénieurs d'Apple dans l'IA partent ailleurs, dans notre boîte, lorsqu'on voit qu'ils ont déplacé la nouvelle version de Siri, je crois, à 2026, et lorsque je vois que, même si j'ai pas eu de taper dans Mistral, mais qu'ils se rabattent sur Mistral, alors qu'il y avait potentiellement d'autres boîtes IA un peu en avance par rapport à Mistral, tant d'un point de vue technologique que d'un point de vue utilisateur, chiffre d'affaires, présence, visibilité. Mais finalement, ils sont allés sur la boîte qui technologiquement fonctionne, ok, ça fonctionne pas trop mal, et qui potentiellement pourrait être rachetable. Donc d'un point de vue d'Apple, ce serait peut-être un aveu totalement d'échec vis-à-vis de l'IA. Donc peut-être un signal extrêmement négatif envoyé aux investisseurs. Et d'un point de vue très français, un échec stratégique. Un échec géostratégique. D'un point de vue Macron, je ne sais pas comment Macron pourrait accepter ce genre de choses. Je ne sais pas comment le gouvernement d'ailleurs pourrait accepter ce genre de choses. Est-ce qu'il pourrait bloquer c'est intéressant ça, peut-être que tu peux me répondre sur ça. Est-ce qu'il pourrait bloquer un potentiel rachat? Qu'est-ce que ça voudrait dire aussi sur notre souveraineté? Est-ce que si on perd Mistral, on a totalement perdu la guerre de l'IA? Euh, Quelle est ton analyse par rapport à cette situation? c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que la situation actuelle fait que je vais te faire une réponse différente de ce que je t'aurais fait comme réponse il y a quelques années. Il y a quelques années, je t'aurais dit une startup française vendue à Apple 10 milliards. Bravo les gars, c'est génial. Ça veut dire que notre écosystème est en train de devenir plus mature. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des sorties au-delà du milliard. Ça veut dire qu'on est capable d'intéresser des mecs de la Silicon Valley, tu vois, des mastodontes de la tech, et qu'ils sont prêts à sortir le chéquier à cette hauteur-là pour racheter des acteurs français qui et je suppose que dans le deal, il va y avoir des bureaux qui restent en France, donc sur le côté emploi, machin, ça va continuer à amener du bénéfice à la France. Donc je t'aurais dit, c'est génial. Sur un sujet aussi stratégique que l'IA, je te tiens un discours un peu différent. Je te tiens le discours de je préférerais qu'on ait une boîte, un vrai mastodonte en IA européen, indépendant, qui potentiellement vise l'IPO, tu vois, sur une bourse, alors dans le meilleur des mondes, sur une bourse européenne. Côté au CAC 40, tu vois, enfin, oui, oui, probablement au CAC 40 d'ailleurs, au vu des volumes que ça représentera. Je pense que ça, pour moi, c'est le vrai objectif. Ça, c'est la vraie réussite de Mistral. Et pour moi, il faudrait pas qu'ils se vendent à Apple. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un gros effet d'annonce. Là, je sais pas si c'est vrai, tous ces trucs. Je sais pas si tu as vu Windsurf. Oui. Ça devait être acheté par OpenAI. Ensuite, ça devait être acheté par Google. En fait, Google n'a récupéré que les équipes et ça a été vendu à Cognition, une autre boîte d'IA. Enfin, tu vois, il y a des annonces tous les jours. Pour moi, Windsurf, chez OpenAI, c'était fait. Le prix avait été annoncé, machin. Pour moi, c'était. Le deal, il était plié. Et en fait, tu te lèves un mois plus tard et tu te rends compte que le deal n'est pas du tout plié. En fait, ce que je pense, c'est que c'est pas des pétards mouillés, tout ça. Ce que je pense, c'est que dans les coulisses, c'est la guerre. Il doit y avoir des batailles en permanence, des offres, des contre-offres, des ah bah c'est trop tard, des heures, on part, etc. Et, euh, C'est et, je, clair. et je pense que là, on a pu le voir aussi avec le rachat de. le- c'est drôle la manière de le dire, mais le rachat finalement d'employés d'OpenAI à coût de 200 millions, 300 millions pour certains. Finalement, c'est pas des effets d'annonce, c'est pas des trucs, c'est pas des
c'est pas du conditionnel, c'est en fait, c'est quoi les autres deals en coulisses qui se passent. Donc je pense que cette proposition a bien existé. Ce que ça veut aussi peut-être dire, c'est que si c'est pas Apple qui se positionne, si ça se trouve un autre peut se positionner derrière. À partir du moment où dans les médias on entend parler que Apple pourrait se positionner pour Mistral, peut-être qu'en fait derrière on va apprendre que c'est Meta de Zuckerberg qui va vouloir non pas racheter Mistral, mais débaucher ses anciens employés d'ailleurs qui étaient chez Meta avant à coût de centaines de millions. Très certainement que ça peut aussi se passer comme ça. Mais je serais absolument pas surpris. Je ne serais absolument pas surpris que la Meta, ils sont en mode. En gros, Meta, si tu veux, je pense, la manière dont je le comprends, c'est Zuckerberg, là, pour lui, je pense, il joue sa vie. Oui. Il joue sa legacy, si tu veux. Donc il n'a plus aucune limite dans ce qu'il est capable de faire, d'annoncer et évidemment de dépenser. Je sais pas si tu as vu, il a annoncé un data center de la taille de Manhattan. Là, Pourquoi pas, tu vois. ils auraient 70 milliards de trésors, Meta. Ouais. Et ils se disent, en fait, ces 70 milliards de trésors, si dans 10 ans on loupe les GI, cette trésor ne servira plus à rien. Et donc je pense qu'ils doivent se dire, on va investir maintenant, quitte à être broke, parce qu'il faut qu'on gagne cette course, il faut qu'on gagne cette guerre. Je fais la même analyse que toi. C'est-à-dire que là, voilà, pour moi, ils jouent le coup à fond. Maintenant, ils se positionnent partout, du coup, sur les recrutements, sur les rachats, sur de l'infra, parce que quelque part, un data center, c'est de l'infra. Donc, pourquoi tu joues tous ces jeux en même temps? Alors, pour avoir une indépendance complète, je crois aussi qu'il y a des plays sur l'énergie, tu vois, directement acheter des centrales nucléaires. Enfin, il y a Microsoft qui a fait ça, je suppose que Meta va le faire ou l'a déjà fait. C'est quand même complètement lunaire si on est 2 secondes rationnelles, mais déjà, le marché a l'air d'aimer ça, puisque l'action de toutes ces actions-là ne font que augmenter. Nvidia a dépassé, devenu la plus grosse boîte du monde avec 4000 milliards. Je rappelle que Nvidia, il y a moins de 10 ans, était une boîte pas anecdotique, mais pas loin. C'était quand même une boîte qui avait été introduite en bourse dans les années 90 et que beaucoup de gens considéraient comme pas un loupé, mais tu vois, Petite boîte. ouais, une boîte qui avait pas donné tout ce qu'elle était censée pouvoir donner. Elle a eu une deuxième petite hype au moment des cryptos parce que les mecs s'en servaient pour miner. Et après, elle a eu, enfin, là, c'est devenu, enfin, Oui, de base, c'était des cartes graphiques pour les jeux vidéo. ouais, c'est ça. Je disais, bon, ok, pourquoi pas, quoi. C'est ça, voilà, et là aujourd'hui, enfin, on est quand même en train de se dire que c'est la première boîte mondiale. Enfin, ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire quelque chose de très 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 important, de massif, hein, de massif. Comme quoi, tu vois, des fois on dit oui, le vrai truc c'est 1 an tu lèves un site, 2 ans tu fais ci, 3 ans tu fais ça, puis t'as IPO, puis ça, puis ça. Mes couilles en fait. Non. Si tu veux, c'est la vie, elle fonctionne pas comme ça et t'as des hauts, des bas. Apple, qui a été pendant très longtemps la plus grosse boîte mondiale, a aussi été au bord de la banqueroute pendant une décennie entière. Enfin, bref, anyway. C'est juste ce point que j'avais envie d'évoquer. Mais pourquoi on parlait de ça? Parce que oui, donc parce que eux, je pense que la méta se dit, ok, on a un vrai risque existentiel avec ça, donc je veux à tout prix gagner cette guerre. Je pense que Apple a pas été très bon dans la bataille. Je pense que Apple, trait sur deux, évidemment, et je crois qu'on avait déjà fait un épisode là-dessus, ou en tout cas on l'avait évoqué dans un épisode, Apple, trait sur deux, très sûr de leur distribution, machin, est en train de ralentir. Et je pense qu'on voit, à mon avis, en ce moment, les craquellements qui existent chez Apple depuis au moins 5 ans. Je pense que dans la réalité, on ne le voit pas dans les chiffres, on ne le voit pas sur l'action, on ne le voit pas sur tout ça. Je pense que ça fait 5 ans que Apple est en train de craqueler petit à petit et de se fragiliser. C'est mon point de vue. Je sais qu'il y a des mecs qui vont me gueuler dessus en disant oui, mais non, ils vendent toujours autant d'iPhone, oui, mais non, enfin. En fait, dans tes 5 ans, ce que je vois, moi, c'est surtout que il y a 5 ans, il y avait quoi? Il y a eu beaucoup tout ce qui était le métaverse, on se rappelle 2021. Et donc, Apple devait jouer un énorme rôle là-dedans. Ils ont sorti un bijou technologique, finalement, assez récemment, il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et ça a été un énorme échec commercial. Et Oui. même d'utilisation, etc. C'est même pas il y a un an, c'était même pas il y a 2 ans, hein, c'était il y a un an, Ouais. un tout petit peu plus d'1 an. Oui, oui, c'est ça, oui. 1 an et 1 mois, je crois. Et à partir de ce moment-là, donc jusqu'à il y a 1 an et quelques, on se disait, bah, ils sont en train de travailler sur ça, ça va être la révolution, on va tous être dans le métavers. Et puis, bah, après ça, il y a quoi? On a vu que cet outil, en fait, c'était un flop. Personne ne le veut, personne l'utilise.
même si c'est un bijou technologique. Donc, où est-ce que Apple va pouvoir. Il y a même un moment où ils devaient attaquer les voitures autonomes. Je crois qu'ils ont totalement zappé le projet. Ils sont passés à autre Zappé, ouais. chose. Euh, ils auraient été les premiers, les mieux à même de se placer sur tout ce qui était IA finalement avec Siri, les assistants vocaux et tout. Ils ont totalement loupé le coche. Il reste quoi aujourd'hui? Pas grand-chose, hein. Il resterait peut-être tout ce qui est les pins IA. Peut-être qu'ils auraient un rôle à jouer sur le wearables, l'IA, donc tout ce qui est les objets physiques connectés, boucles d'oreilles, ce que tu veux. Je sais pas si tu as vu, mais je crois que Samsung, si je dis pas de bêtises, voudrait se positionner là-dessus, Hmm. sur les boucles d'oreilles et l'IA, les colliers et l'IA. Et là, il reste plus grand-chose pour Apple. Et peut-être Mistral. Alors, pour revenir sur ce sujet-là, est-ce que tu penses que c'est un. Si on oublie le move géostratégique, etc., politique et tout, mais est-ce que d'un point de vue business, ce serait un bon move de la part d'Apple de se dire, bah écoute, on va poser sur la table 10 milliards, voire plus, pour acheter Mistral? Alors oui, alors pour le coup, par contre, je pense que oui. Pourquoi? Parce que 10 milliards pour eux, c'est rien. Je connais pas la trésor d'Apple, mais je pense qu'elle est supérieure à celle de Meta. À peu Je... près 100 milliards. Il y a quelques années, Ouais, j'aurais dit ouais, 120, tu vois, 100 j'aurais milliards. dit 120. Qu'ils aient 120 ou 110, ça change rien. Et ils la reconstitueront, au vu de leurs résultats, ils la reconstitueront dans l'année, les 10 milliards, tu vois. Très vite, ils auront leurs 10 milliards supplémentaires. Donc pour moi, c'est un coût, même ils s'endettent, enfin, tu vois, c'est un coût, mais $1 pour eux. $1. Par contre, ils acquièrent immédiatement un player qui est quand même de grande taille en IA. Et ce player, ils peuvent l'intégrer à leur distribution. Et ils ont une force, Apple, comparé à tous les autres, c'est qu'ils ont la distribution intégrée. S'ils arrivent avec leur méthode habituelle, ce qu'ils ont toujours su faire et ce qu'ils ont toujours su très bien faire, c'est intégrer du natif directement dans leurs produits et que tu as l'assistant Mistral qu'ils appelleront peut-être Apple Assistant ou ils l'intégreront à Siri ou whatever, on s'en fout, directement dans les produits Apple, là c'est un autre jeu et ils peuvent rattraper leur retard. Pardon. Là c'est complètement un autre jeu. C'est complètement un autre jeu parce que ils ont déjà 2 milliards et demi ou je sais pas combien d'utilisateurs. Et donc immédiatement, Mistral devient premier ou deuxième LLM. Déjà, il flingue les deux suivants, donc il flingue Anthropic, il flingue DeepSeek, il flingue Grok. Tu vois, mécaniquement, même s'il y a beaucoup de monde sur Twitter, machin, tu vois, moi je l'utilise pas, par exemple. Enfin, je l'ai l'app, je l'ai testé, mais je l'utilise pas trop. Donc je pense qu'il se place soit premier, soit juste derrière OpenAI. Et là, tu as le combat qu'on a toujours eu, hein, en fait. Si ils arrivent à faire ça, tu as le combat qu'on a toujours eu depuis 40 ans. Apple contre Microsoft. Fin de Pas l'histoire. mal. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Et tu as toujours ce même combat. Est-ce qu'on intègre les choses à l'intérieur de nos produits ou est-ce qu'on a une galaxie de produits dans lesquels les gens peuvent choisir leur truc? Et tu reviens sur le combat le plus vieux du monde, intégré avec un super design et une super expérience, où j'ai Excel d'un côté, j'ai OpenAI de l'autre, j'ai Copilot de l'autre, j'ai Bing mais ça marche pas trop, mais j'ai un tel volume que je finis par être un mastodonte quand même. Après, Microsoft est de moins en moins dans le game d'OpenAI, hein. Donc, je pense que c'est plus. Là, on bascule plus vers du Google. Si on met de côté, hein, il y a OpenAI, bien sûr, OpenAI contre Apple, mais ce sera plus du Google. En termes de puissance de distribution, j'entends. Ce serait plus du Google versus Apple. Bah, Google, ils sont vachement bien aussi. Parce que Google, ils ont pas le hardware. Enfin, ils sont minimes en hardware quand même, enfin, faut être honnête. Mais par contre, le software, ils Par sont partout. contre, ils ont la porte de distribution ouais, du web. Et ça, tu me diras, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent Safari. Alors, moins, mais ouais. Bah, quand t'as ton iPhone, ouais, il faut voir comment ça se joue. Peut-être, mais on utilise tous Gmail, on a tous Drive. Euh, Je suis d'accord avec toi. 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 C'est un vrai combat, hein. Ça va être un vrai combat parce que Google
est hyper important dans cette course-là. C'est pour ça que moi, je vois moins, tu vois, je pense que ça va être plus compliqué pour Amazon. Je sais qu'ils veulent faire une sorte d'app store, ou de marketplace des agents IA. Oui, ils peuvent l'intégrer directement à leurs outils de dev, mais les outils de dev, c'est quand même pas pareil. Tu vois, Non, je mais pense. Amazon, je pense qu'ils ont un game à jouer dans tout ce qui va être l'industrie du fashion. Dans tout ce qui va être l'IA pour personnaliser nos achats, l'IA pour intégrer, pour comprendre réellement ce que l'on veut. Et aussi pour faire des tests grandeur nature sur bon, est-ce que ce vêtement me va réellement, est-ce que ce meuble va réellement. Et je pense ils peuvent créer l'IA pour le commerce de manière très générale. Et je pense que c'est un marché qui est absolument Ouais. énorme. Et parce que t'as Oracle aussi qui est en train de rentrer dans la danse. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu ça. Oracle, là, tu regarderas le cours en bourse d'Oracle ces derniers temps, il a complètement explosé parce que eux, ils veulent devenir le fournisseur des outils d'IA aux entreprises. Ok. Ce que voulait faire la startup H dont je t'ai parlé juste avant. Ok. Et eux sont complètement en train d'exploser. C'est une boîte dont très peu de gens parlent, mais tu regarderas, ils sont complètement en train d'exploser. Ok. Intéressant. Et leur division cloud, paradoxalement, qui était une des moins grosses, parce qu'ils avaient aussi du cloud version AWS, Azure, machin, est aussi en train d'exploser. Je sais pas qui est le mieux placé, parce qu'en fait, à la fin, donc ce deal-là, c'est juste Apple qui se repositionne dans la course. Je pense que pour Apple, ça fait du sens, et je pense que même si ça foirait, au pire, ils auraient cramé 10 milliards, c'est pas no big deal. Moi, je serais Apple, je ferais le deal. Si ça foire, il va plus rester grand chose pour Apple sur l'IA, hein. Bah, ils ont intérêt à prendre de très bons ingénieurs, ce qu'ils sont quand même capables de faire. Ils ont intérêt à charbonner sur Siri. Ils ont quand même une base utilisée. Ils ont toujours la base de distribution, ce qu'on disait juste avant. Ils joueraient le rôle comme le jeu comme ça. Mais si j'étais à leur place, oui, je ferais une acquisition massive. Et en plus, t'envoies un message de on n'est pas là pour rigoler. C'est ce que je ferais si j'étais. Ou alors, je change, on avait parlé aussi une fois, je change complètement de fusil d'épaule et je déserte les LLM. Je me dis, ok, la course des LLM, elle est perdue. Vous gérez les LLM, Google, Meta, enfin ceux qui arrivent, vous gérez les LLM. Et eux, ils se mettent à faire du full prédictif ou du full, tu vois, IA à usage profond, tu vois. Le problème, c'est que étant Apple, t'es pas le mieux placé pour faire C'est ça. du B2C Apple, hein. C'est ça, t'es pas le mieux placé pour faire ça. Mais je pense que stratégiquement, tu te mets moins en concurrence et quand t'as la taille d'Apple et que t'as pas trop de concurrents, t'as un boulevard. Par contre, malheureusement, tu joues pas sur tes forces. Donc c'est un peu con, tu vois. Microsoft ferait ça, je pense qu'il cartonnerait le game. Si Microsoft y a une couille avec OpenAI, je pense qu'ils peuvent faire ça et cartonner le game. Cartonner, je pense. Et avec beaucoup moins de complexité que de s'habituer de faire évoluer les outils qu'ils ont aujourd'hui, Power BI et tout ça, qui sont des outils très utilisés et de très bonne qualité. Ils font évoluer ça version Power AI, tu vois, et ils font des logiciels de. Enfin, tu vois, pour moi, Microsoft aurait pu acquérir Palantir. C'était possible. C'était un deal qui faisait sens. Et ils pourront demain acquérir le Palantir de la logistique, le Palantir de l'immobilier, le Palantir de la finance, le Palantir de X ou de Y. Tu vois. Ça ferait complètement sens d'après moi, dans la suite Microsoft. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on s'arrête là. Ça va faire 1 heure. À la limite, on pourra parler des vacances d'entrepreneurs prochaine session. Prochaine session. Prochaine session, soit vendredi, soit la semaine prochaine. Merci à vous. Abonnez-vous et à la semaine prochaine. À plus.